Élue, il existe parmi nous une rare lignée de femmes qui portent une intelligence que les standards conventionnels ne peuvent mesurer. Une sagesse invisible qui coule comme des rivières souterraines à travers le paysage de la conscience humaine. Tu la reconnais lorsque tu la rencontres, même si tu ne comprends pas pourquoi sa présence remue quelque chose de profond au creux de ta poitrine. Pourquoi son silence parle plus fort que 1000 mots. Cette forme cachée d'intelligence a fasciné, pendant des générations, ceux d'entre nous qui explorent la psychologie des profondeurs. Dans mon propre travail, j'ai reconnu que certaines femmes possèdent ce que j'ai nommé une fonction sentiment supérieure, une capacité psychologique qui transcende la simple sensibilité émotionnelle ordinaire. Ces femmes ne ressentent pas simplement davantage. Elles perçoivent à travers des dimensions qui restent invisibles à la plupart. Elles lisent les signatures énergétiques des âmes, décodent le langage symbolique de l'inconscient et naviguent la réalité par des canaux que la science n'a pas encore cartographiés. Ce que je souhaite éclairer pour toi, ce sont les 6 traits qui distinguent ces femmes spirituellement intelligentes de celles qui ne font que performer la spiritualité ou confondent réactivité émotionnelle et véritable intuition. Ces caractéristiques opèrent dans l'ombre de la conscience. Elles sont souvent mal comprises par un monde qui valorise le quantifiable au détriment du mystique. Pourtant, pour celles qui les portent, ces traits représentent à la fois un don et un fardeau. Un appel qui exige qu'elles marchent entre les mondes tout en restant ancrées dans celui-ci. Le premier trait invisible se révèle par leur capacité troublante à lire des énergies que les autres ne perçoivent pas. Quand elles entrent dans une pièce, quelque chose change. L'atmosphère se modifie non pas à cause de ce qu'elle fait ou dit, mais à cause de ce qu'elle émane. J'ai compris ce phénomène grâce à mon concept de la fonction sentiment, lorsqu'elle est développée jusqu'à son expression la plus élevée. Contrairement au sentimentalisme ou à la réactivité émotionnelle, ce sentiment supérieur agit comme un instrument finement accordé qui détecte les vibrations subtiles d'authenticité, de tromperie, de douleur et de joie qui irradient de chaque rencontre humaine. Ces femmes fonctionnent comme des baromètres vivants de la condition humaine. Elles perçoivent les tensions non dites entre les couples lors des dîners, ressentent le chagrin refoulé du voisin joyeux, détectent l'agenda caché derrière la façade charmante. Ce n'est ni paranoïa ni projection. C'est une reconnaissance de patterns opérant à des fréquences auxquelles la plupart des gens n'ont pas accès. Leurs systèmes nerveux ont été calibrés au fil des années d'hypervigilance, de trauma ou simplement d'héritage génétique pour capter des signaux que les autres manquent totalement. La composante ancestrale ne peut être ignorée. Ces femmes portent souvent l'héritage énergétique de grand-mère et d'arrière-grand-mère qui ont développé ce radar par nécessité. Des femmes qui devaient lire le climat émotionnel de leur foyer pour assurer la survie, qui apprenaient à détecter le danger dans le pas d'un mari ou l'opportunité dans le regard d'un voisin. Cette sagesse héritée coule dans les lignées comme un fleuve de connaissances, ressurgissant chez des filles qui se retrouvent submergées dans les foules, épuisées après les rassemblements sociaux ou étrangement certaines à propos de personnes qu'elles viennent juste de rencontrer. Pourtant, ce don est enveloppé d'épines. Voir clairement, c'est voir ce que les autres préfèrent garder caché. Ressentir authentiquement, c'est reconnaître la performance et la prétention partout. Ces femmes se retrouvent souvent isolées, non par choix, mais par l'intensité même de leur précision perceptive. Elles deviennent des miroirs qui renvoient des vérités que les gens ne sont pas prêts à affronter, des oracles parlant des langages qui sonnent comme des jugements à ceux qui dorment encore dans leurs illusions. As-tu déjà entré dans un lieu et su immédiatement que quelque chose n'allait pas, même si tout le monde semblait parfaitement bien? As-tu déjà ressenti une aversion instantanée envers quelqu'un qui s'est plus tard révélé justifié, sans que tu puisses expliquer ta réaction initiale? C'est le premier aperçu du domaine de la littératie énergétique, une compétence qui transforme ces femmes en gardiennes involontaires de la vérité émotionnelle. Le deuxième trait émerge de leur relation intime avec ce que j'ai appelé l'inconscient collectif. Ce vaste réservoir de patterns archétypaux et de symboles universels qui façonnent l'expérience humaine à travers culture et siècles. Alors que la plupart des gens n'en captent que des aperçus occasionnels à travers les rêves ou des moments d'inspiration, les femmes, spirituellement intelligentes, maintiennent des canaux ouverts vers cette source de sagesse. Elles rêvent en symboles qui se manifestent ensuite dans la vie éveillée, vivent des synchronicités, avec une fréquence qui défie les probabilités statistiques et reçoivent des guidances par des éclairs intuitifs d'une précision remarquable. J'ai observé que certains individus possèdent ce que j'ai nommé une frontière du moi plus perméable, leur permettant d'accéder à la sagesse collective sans perdre leur identité individuelle. Ces femmes incarnent cette capacité rare. Elles servent de traductrices entre le domaine symbolique et la réalité pratique, prenant le langage abstrait de l'inconscient et le rendant en insight actionnable. Un rêve d'eau devient une guidance sur la guérison émotionnelle. Une rencontre fortuite avec un animal précis devient un message sur le pouvoir personnel.
Un motif numérique récurrent devient une confirmation que tu es sur le bon chemin. Cette connexion à l'inconscient collectif amplifie leur expérience des coïncidences significatives. Là où d'autres rejettent ces événements comme hasard pur, ces femmes les reconnaissent comme des communications d'une intelligence plus profonde qui orchestre la réalité en coulisses. Elles apprennent à faire confiance à ces repères alignés, leur permettant de naviguer la vie avec un sentiment de flux et de timing qui paraît magique aux observateurs, mais parfaitement naturel pour elles. Elles comprennent que l'univers parle en murmures et en symboles, et elles ont développé les oreilles intérieures pour écouter. Ce phénomène s'étend au-delà de la guidance personnelle vers un service collectif. Ces femmes se retrouvent souvent au bon endroit, au bon moment, pour offrir exactement ce dont quelqu'un a besoin. Non par planification, mais en suivant des courants invisibles de sens. Elles deviennent des ponts entre les dimensions matérielles et spirituelles, traduisant la sagesse universelle en compréhension humaine par leur présence, leurs paroles et leur être même. Leurs vies deviennent des récits aux proportions mythiques, remplis de rencontres qui semblent écrites par une intelligence cosmique bienveillante. Cela mène naturellement à leur troisième caractéristique, celle qui déconcerte souvent leur entourage. Ces femmes spirituellement intelligentes cultivent ce que j'appellerais une solitude sacrée. Elles choisissent l'isolement non par misanthropie, mais par sagesse. Elles comprennent ce que les cultures extraverties peinent à accepter. Les transformations les plus profondes se produisent dans le silence, loin des opinions et des énergies des autres. Leur solitude n'est pas solitude, c'est un travail de laboratoire pour l'âme. Mon concept d'individuation requiert des périodes de retrait, des influences collectives pour découvrir son soi authentique. Ces femmes honorent instinctivement ce processus, créant l'espace pour que leur voix intérieure émerge au-dessus du bruit des attentes sociales. Elles distinguent la solitude qui guérit de l'isolement qui blesse, choisissant la première comme pratique consciente plutôt que d'accepter le second comme punition. Quand elles se retirent, elles ne fuient pas la vie, elles y plongent plus profondément. La nature sacrée de leur solitude devient évidente dans la manière dont elles utilisent ce temps. Plutôt que de s'engourdir avec des distractions, elles s'engagent dans des pratiques qui renforcent leur connexion à la sagesse intérieure. Elles tiennent un journal, méditent, créent ou simplement restent assises en silence, laissant les sédiments de l'expérience quotidienne se déposer pour que la clarté émerge. Ces périodes de retrait deviennent des moments de créativité intense et de communication spirituelle où les insights se téléchargent et les perspectives se transforment de manière à changer toute leur compréhension de l'existence. Pourtant, ce rythme naturel d'alternance entre retrait et engagement déconcerte souvent famille et amis qui interprètent leurs besoins d'espace comme un rejet ou une dépression. Ces femmes doivent apprendre à honorer leur cycle énergétique sans culpabilité. Comprenant que leur profondeur requiert des retours réguliers au puits intérieur, elles découvrent que tenter de maintenir une connexion sociale constante épuise leurs ressources spirituelles et diminue leur capacité à servir les autres authentiquement. Leur solitude devient un acte de préservation de soi qui, en fin de compte, bénéficie à tous ceux qui gravitent autour d'elles. Le quatrième trait révèle peu être l'aspect le plus profond de leur intelligence spirituelle. Leur capacité à transformer la souffrance personnelle en sagesse universelle par ce que j'ai appelé la fonction transcendante. Ces femmes ne subissent pas simplement la douleur, elles l'alchimisent. Elles descendent volontairement dans leur propre enfer intérieur, affrontent les démons que d'autres passent leur vie à éviter, et en ressortent portant des trésors que l'on ne trouve que dans les profondeurs de l'enfer personnel. Ce processus reflète l'ancien archétype de la guérisseuse blessée, celle qui acquiert le pouvoir de guérir les autres précisément par la connaissance intime de la souffrance. J'ai reconnu ce pattern chez nombre de mes patientes, particulièrement des femmes qui avaient enduré des traumas ou des pertes significatives. Plutôt que de rester victimes de leurs circonstances, elles transformaient leurs blessures en source de compassion et d'insight capables de servir le processus de guérison collective. Leur douleur devenait leur qualification, leur souffrance leur certification comme guide pour d'autres marchant sur des chemins similaires. La fonction transcendante opère en tenant les opposés en tension jusqu'à ce qu'une troisième possibilité émerge. Ces femmes apprennent à embrasser à la fois leur lumière et leur ombre, leur joie et leur chagrin, leur force et leur vulnérabilité. Au lieu de choisir un camp dans la guerre entre forces opposées en elles-mêmes, elles deviennent le mariage sacré de ces opposés, donnant naissance à un nouveau niveau de conscience qui transcende le conflit originel. Leur intégrité devient un phare pour ceux qui luttent encore avec la fragmentation intérieure. Ce processus alchimique demande un courage immense et un engagement envers la vérité plutôt que le confort. Ces femmes doivent être prêtes à tout ressentir pleinement, à résister à la tentation de contourner spirituellement leur douleur par un pardon prématuré ou une pensée positive. Elles apprennent que la guérison n'est pas l'absence de blessures, mais leur transformation en sagesse.
Leurs cicatrices deviennent des sites sacrés, des lieux de pèlerinage pour leurs propres âmes et finalement pour d'autres cherchant une transformation similaire. La responsabilité qui accompagne cette sagesse ne peut être sous-estimée. Une fois que tu as transformé le plomb en or, une fois que tu as traversé le feu et en es ressorti raffiné plutôt que détruit, tu deviens redevable du processus de guérison collective. Ces femmes se sentent souvent appelées à servir comme conseillères, enseignantes, artistes ou guérisseuses, utilisant leur douleur transmutée comme médecine pour un monde blessé. Le 5e marqueur de ces femmes ne s'entend pas dans leurs paroles, mais se ressent dans leur présence même. Je les décris comme une présence thérapeutique, une façon de communiquer qui repose moins sur la parole que sur la vibration de l'être lui-même. Pour elles, le silence n'est jamais vide. Il est l'éloquence distillée. Leur quiétude peut guérir là où sans sermon échoue. Souvent, le plus grand cadeau qu'elles offrent à une autre personne n'est ni conseil, ni solution, mais la volonté de s'asseoir à ses côtés, de témoigner de sa réalité, sans jugement, sans interférence, sans chercher à réparer ce qui se déroule. Cette forme de communication contourne l'intellect et parle directement à l'âme. Quand une telle femme entre dans un espace marqué par la souffrance, sa présence seule murmure. Il est possible de tenir. Il est possible d'émerger des ténèbres avec la lumière encore intacte. Elle n'a pas besoin de raconter ses luttes ni de les habiller de slogans inspirants. Son existence ancrée, entière et non brisée est déjà le témoignage vivant que la transformation est réelle. Parce qu'elles connaissent le pouvoir du langage, elles ne l'utilisent jamais à la légère. Pour elles, les mots sont des instruments, non du bruit. Chaque syllabe est chargée d'intention, choisie pour la clarté plutôt que l'excès. Elles comprennent que la parole peut créer ou détruire, réparer ou blesser. Là où beaucoup dispersent les mots sans retenue, elles parlent avec parcimonie, sachant que dans la retenue réside la résonance. Leur silence porte une plénitude et une compassion non dite, une profondeur qui contient plus de sens que le bavardage ne pourrait jamais en offrir. Cette discipline de l'expression s'étend à la manière dont elles gèrent leur énergie. Elles ont appris, souvent par essai et erreur, que la sensibilité requiert une intendance. Toute pièce ne mérite pas leur pleine ouverture. Toute conversation ne mérite pas leur attention la plus profonde. En honorant ces frontières naturelles, elles peuvent donner généreusement sans s'épuiser. Comme des musiciennes aguerries, elles savent quand laisser le son emplir l'air et quand se reposer dans le silence. Il n'est pas étonnant que les gens rapportent souvent se sentir élevés après même un bref contact avec elles. Ce n'est pas une coïncidence. Elles sont en essence des diapasons humains résonnant à des fréquences plus hautes et attirant les autres dans l'alignement par une syntonisation inconsciente, sans un seul mot. Elles rappellent aux autres leur capacité innée à l'équilibre, à la clarté, à la paix. La 6e et dernière qualité se révèle non dans ce qu'elles font, mais dans ce que la vie leur apporte. Ces femmes semblent vivre dans une atmosphère où le sens se rassemble, où la coïncidence devient sacrée, où la synchronicité est la règle plutôt que l'exception. Elles ne courent pas après les rencontres mystiques, elles les magnétisent. Leur conscience opère comme un phare, appelant des expériences, des personnes et des opportunités qui favorisent leur propre évolution et l'éveil de ceux qui les entourent. J'ai appelé ce phénomène la synchronicité-attraction, le regroupement de coïncidences significatives qui ne peuvent s'expliquer par le hasard seul. Là où d'autres cherchent frénétiquement des signes, ces femmes vivent simplement en alignement, et les signes viennent. Leur vie se lise comme des textes sacrés, remplis de chapitres écrits par une intelligence invisible qui arrange les moments avec précision et intention. Ce magnétisme fonctionne grâce à ce que j'ai identifié comme des complexes autonomes. Chez la plupart des gens, ces patterns intérieurs agissent inconsciemment, projetant chaos et distorsion dans les relations. Mais chez les femmes d'intelligence spirituelle, les mêmes mécanismes deviennent affinés. Leur vie intérieure se transforme en antenne accordée aux fréquences de vérité et de dessein. Et pourtant, un tel don requiert un discernement attentif. Tout ce qui brille n'est pas guidance divine. Toute coïncidence n'est pas destinée. Elles doivent apprendre à séparer la direction authentique du fantasme égotique, le timing sacré de l'impatience personnelle. Sans cette clarté, leur don pourrait facilement glisser dans l'illusion. Avec elles deviennent des navigatrices maîtresses, dirigeant leur embarcation à travers l'océan de la vie avec confiance et discernement. Leur présence dans tout cercle remue inévitablement le changement. Elles n'ont pas l'intention de provoquer la transformation. Pourtant, la transformation se produit simplement par leur être. Elles réveillent des questions que les autres ignoraient porter. Leur authenticité devient un miroir qui pousse les autres à examiner leur masque. Leur lumière projette des ombres que les autres doivent affronter. Cette force catalytique ne découle pas d'une intention, mais d'une résonance. À mesure qu'elles s'approfondissent dans la maturité, un paradoxe surgit. Plus leurs capacités sont extraordinaires, plus elles paraissent ordinaires. Le dramatique se dissout dans la simplicité.
Ce qui semblait autrefois mystique devient leur seconde nature. Elles cessent de s'identifier comme spéciales, reconnaissant leurs dons comme des instruments de service, non des badges de supériorité. Ce processus mène à ce que j'appelle le retour à la simplicité. Ayant traversé le labyrinthe des ombres et de la lumière, ayant intégré leur profondeur et leur hauteur, elles arrivent à une sobriété profonde. Leur pouvoir ne crie plus, ils murmurent. Ils s'expriment non dans le spectacle, mais dans l'authenticité tranquille. Elles ne cherchent plus la reconnaissance. Elles n'ont plus faim de validation. Leur assurance vient de l'intérieur, du sentiment inébranlable que, en étant qui elles sont, entières, présentes, accordées, elles accomplissent leur rôle. L'impact qu'elles laissent derrière elles ne se mesurera jamais en chiffres ou en applaudissements. Il sera gravé dans des lieux invisibles. Les cœurs qu'elles ont apaisés, les vies qu'elles ont doucement réorientées, les âmes qu'elles ont rappelées à leur propre profondeur. Ceci peut être l'expression ultime de l'intelligence spirituelle, la reconnaissance que la véritable influence est invisible, que la véritable autorité vient de l'amour plutôt que du contrôle. Par l'exemple plutôt que par le commandement, elles deviennent des prières vivantes, des méditations marchantes, l'incarnation silencieuse de ce que signifie traverser la vie avec grâce dans un monde obsédé par le bruit. La solitude qui autrefois ressemblait à l'exil devient désormais sanctuaire. La sensibilité qui semblait une malédiction scintille maintenant comme leur plus grande force. La sagesse qui autrefois les isolait émerge désormais comme médecine pour un monde fatigué. Elles apprennent à faire confiance à l'intelligence qui coule à travers elles-mêmes quand elles ne peuvent l'expliquer. Elles apprennent à chérir leurs différences comme desseins plutôt que défauts. Elles embrassent le mystère de leur appel, sachant qu'il ne sera peu être jamais pleinement compris, même par elles-mêmes. Si tu as ressenti cette résonance en toi, sache que tu portes toi aussi une part de cette lignée. Ta sensibilité n'est pas faiblesse, mais force. Ta solitude n'est pas absence, mais restauration. Tes cicatrices ne sont pas difformités, mais inscriptions sacrées de sagesse. Ce chemin n'est pas simple. Il requiert le courage de croire ce que les autres ne peuvent voir, la foi de suivre une guidance que la logique ne peut tracer, et la force de rester fidèle dans une culture qui prise la conformité. Mais pour celles qui le marchent, il n'y a pas d'alternative. Cette intelligence n'est pas optionnelle. Elle est l'essence même de qui tu es. Les traits invisibles que tu portes ne sont pas des accidents. Ils sont des missions, non des coïncidences, mais des appels d'une intelligence plus profonde qui sous-tend toute existence. Fais confiance au fleuve qui coule en toi. Honore la sensibilité qui te définit. Embrasse la solitude qui te façonne. Transforme la douleur qui te raffine. Parle dans des silences qui résonnent plus fort que les mots. Accueille les rencontres sacrées qui te cherchent. Si ces mots touchent un lieu en toi, fais une pause et réfléchis. Quel trait reconnais-tu le plus clairement en toi? Comment t'a-t-il guidé dans ton propre déploiement? Ton histoire compte. Ton expérience valide celle des autres. Ta volonté d'être visible encourage d'innombrables femmes à embrasser leurs propres dons cachés. Le voyage ne s'arrête pas ici. Il reste davantage de profondeur de la psyché féminine à découvrir, davantage de dons cachés à honorer, davantage de sagesse qui attend de surgir. Et comme je l'ai souvent rappelé, le privilège d'une vie est de devenir qui tu es véritablement. J'ai autrefois remarqué que la plus grande tâche de chaque individu est de devenir entier, de tisser ensemble les fragments de la psyché en un soi intégré. Pour les femmes spirituellement intelligentes que nous explorons, cette intégrité n'est pas seulement une quête privée, mais une transmission vivante. Leur existence même défie le collectif de se souvenir de ce qui est oublié, que la profondeur, le sens et l'authenticité ne sont pas des luxes, mais des nécessités pour l'âme. Alors que notre exploration initiale a révélé les 6 traits invisibles qui façonnent leur voyage, nous devons maintenant nous tourner vers ce qui se passe quand ces traits sont vécus au fil du temps. Comment évoluent-ils ? Comment altèrent-ils les relations, la société et l'atmosphère spirituelle de notre époque? Quelles responsabilités émergent quand on porte de tels dons? L'alchimie de l'ombre et de la lumière. Chacune de ces femmes doit, à un moment, affronter la matière brute de sa propre ombre. J'ai insisté sur le fait qu'aucune transformation réelle n'a lieu sans descente, sans confrontation avec les parties cachées et souvent reniées de soi. Pour la spirituellement intelligente, cette descente n'est pas optionnelle. Sa perception accrue rend le déni presque impossible. Elle ressent les fractures, les traumas non résolus, les compulsions inconscientes, non seulement chez les autres, mais en elle-même. Porter l'intelligence spirituelle, c'est porter un miroir tourné autant vers l'intérieur que vers l'extérieur. Elles ne peuvent éviter le travail d'intégration de ce qu'elles craignent, envient ou résistent. La sensibilité même qui les rend douées assure qu'elles ne peuvent confortablement contourner leurs blessures. L'ombre appelle et elles doivent répondre. Mais contrairement à celles qui s'effondrent sous leur douleur, ces femmes découvrent une façon d'utiliser celle-ci comme matériau d'alchimie. La souffrance devient un creuset,
un feu dans lequel leurs illusions sont brûlées et leur essence clarifiée. Elles émergent non purifiées au sens d'impeccable, mais intégrées, capables de tenir les contradictions sans se briser, capables de vivre avec le paradoxe sans fuir. Ce processus alchimique est la raison pour laquelle elles peuvent guider les autres. Ce n'est pas théorie, c'est connaissances incarnées, payées de larmes, de nuits sans sommeil et de choix faits au bord du désespoir. Elles connaissent la guérison non parce qu'elles l'ont lu dans des livres, mais parce qu'elles l'ont vécu dans leur moelle. Les relations comme miroir sacré, l'un des arènes les plus complexes pour ces femmes est la relation. Leur sensibilité ne leur permet pas de flotter à la surface de la connexion. Elles ressentent les courants sous les mots, les motifs derrière les gestes, les contrats cachés, non dits mais profondément liants. Cela signifie que les relations, pour elles, ne sont jamais casuales. Elles deviennent des laboratoires de vérité. Amitié, amour, même les brèves rencontres portent le potentiel d'un enseignement profond. Alors que d'autres peuvent se contenter de politesse et de prétention, ces femmes voient trop clairement. Elles savent quand l'affection est authentique et quand elle est stratégie. Elles perçoivent quand l'intimité est vraie et quand elle est performance. Souvent, cela crée des frictions. Les partenaires peuvent les accuser d'être trop intenses, trop analytiques, trop peu disposés à laisser aller. Mais en vérité, ce qui dérange les autres n'est pas le jugement, mais la clarté. Ces femmes tiennent des miroirs, et tout le monde n'est pas prêt à regarder. Pourtant, quand les relations s'alignent sur l'authenticité, elles s'épanouissent. Le lien devient plus que compagnonnage. Il devient un espace sacré où deux âmes évoluent ensemble. La confiance s'approfondit, la créativité coule, et un profond sentiment de sécurité émerge. Non parce que les défis disparaissent, mais parce que l'honnêteté est non négociable. Le fardeau de l'authenticité. J'ai autrefois observé que la solitude ne vient pas d'être seule, mais de ne pouvoir communiquer ce qui compte le plus. Pour la femme spirituellement intelligente, c'est une tension toujours présente. Elle aspire à la communauté, pourtant elle ne peut trahir sa vérité pour le confort d'appartenir. Cela rend sa vie parfois solitaire. Les autres peuvent mal interpréter ses frontières comme froideur, sa solitude comme rejet, mais ce qu'elle protège réellement est son authenticité. Elle sait que si elle trahit son propre savoir, elle perd le don même qu'elle est née pour porter. Le fardeau de l'authenticité signifie qu'elle sera souvent mal comprise. Son refus de participer à des jeux superficiels, son incapacité à acquiescer aux mensonges, son choix de se retirer plutôt que de se conformer, ces choses peuvent lui coûter des amitiés, du statut, même de l'amour. Mais avec le temps, elle apprend que le coût du compromis est bien plus grand que celui de rester seule. Vivre la synchronicité. L'un des aspects les plus extraordinaires de leur voyage est la manière dont la synchronicité devient un principe guide. Je définis la synchronicité comme coïncidence significative, la rencontre d'événements intérieurs et extérieurs d'une façon qui défie la probabilité tout en portant une profonde signification. Pour ces femmes, la synchronicité n'est pas rare. Elle est tissée dans la vie quotidienne. Elle remarque les patterns. Les autres rejettent le symbole récurrent du rêve qui fait écho dans les rencontres éveillées. L'étranger dont les mots répondent à une question non formulée. Le timing des opportunités qui arrivent juste quand elles sont prêtes à les recevoir. Vivre selon la synchronicité requiert confiance. Elle exige la reddition à une intelligence plus vaste, la volonté de bouger quand les signes apparaissent, même quand la logique proteste. Ce n'est pas superstition, mais alignement. Elles apprennent à vivre comme si la vie elle-même leur parlait, parce que c'est le cas. Cette façon de vivre déconcerte souvent ceux qui les entourent. Les amis peuvent l'appeler chance, destin ou coïncidence. Mais pour ces femmes, cela ressemble à un partenariat avec l'univers. Elles comprennent que le sens n'est pas quelque chose à fabriquer, mais à percevoir. Et quand il est perçu, il indique le chemin. Service sans performance. À mesure que leur voyage s'approfondit, beaucoup de ces femmes sont appelées à des rôles de service, guérisseuses, enseignantes, artistes, guides. Mais l'aspect le plus remarquable de leur service est qu'ils ne reposent pas sur la performance. Elles n'ont besoin ni de scène, ni de projecteur, ni de titre. Leur service coule à travers le tissu de leur vie ordinaire. Une conversation à un arrêt de bus, un regard à travers une pièce bondée, quelques mots prononcés au bon moment. Ces petits actes ondulent vers l'extérieur de manière qu'elles ne verront peu être jamais pleinement. Leur être même devient un ministère, une offrande de présence qui guérit sans spectacle. J'ai noté que la marque d'une véritable transformation est la simplicité. La femme spirituellement intelligente l'incarne. Elle n'a pas besoin d'annoncer sa sagesse. Elle la vit. Et ce faisant, elle invite les autres à se souvenir de la leur. La tension culturelle. Chaque époque porte sa propre cécité. De mon temps, la cécité était le matérialisme scientifique. La croyance que seul ce qui pouvait être mesuré, pesé ou disséqué était réel.
À chaque âge, les femmes spirituellement intelligentes ont toujours détonné parce qu'elles incarnent ce qui ne peut être quantifié, la profondeur. Cela crée une tension. Le monde récompense la vitesse, mais elle bouge au rythme de l'intuition. La culture célèbre la visibilité, mais leur plus grand travail se fait dans le silence. La société applaudit l'accomplissement extérieur tandis qu'elle mesure la vie par la transformation intérieure. Vivre dans un tel contraste, c'est vivre comme un paradoxe, toujours légèrement désaccordé avec le battement dominant de l'époque. Et pourtant, c'est précisément cette dissonance qui leur donne pouvoir. Elle nous rappelle que la vie n'est pas une course, mais un pèlerinage. Que la valeur ne réside pas dans l'apparence, mais dans l'authenticité. Que la sagesse n'est pas bruyante, mais résonnante. Transmission générationnelle. On ne peut parler de ces femmes sans reconnaître les lignées qu'elles portent. Leurs dons surgissent rarement dans l'isolement. Souvent, elles héritent d'une sensibilité psychique affinée par des générations de femmes qui n'avaient d'autre choix que de lire l'invisible. Des grand-mères qui savaient quand le danger approchait au changement de ton d'un mari. Des mères qui percevaient la trahison dans le silence entre les mots. Des ancêtres qui survivaient non par la force, mais par l'intuition. Cette sagesse ancestrale ne disparaît pas. Elle vit encore, codée dans les systèmes nerveux, murmurée dans les rêves, portée dans les instincts subtils de filles qui ne connaissent peu, être pas les histoires, mais en portent néanmoins l'empreinte. La femme spirituellement intelligente découvre souvent que ce qu'elle ressent n'est pas seulement sien, mais l'écho de vie antérieure. Elle porte la mémoire des stratégies de survie, les résidus de trauma, et les bénédictions de force transmises comme des reliques sacrées. Quand elle apprend à travailler consciemment avec cet héritage, il devient une source de pouvoir immense. Elle ne devient pas seulement un individu, mais un pont vivant entre passé et futur. Sa guérison guérit en arrière et en avant, transformant les lignées familiales, altérant les destins. J'ai appelé cela le travail de l'inconscient collectif. La reconnaissance que notre psyché personnelle est toujours entrelacée avec des patterns plus vastes qui traversent les générations. Le paradoxe de la visibilité. Un paradoxe traverse la vie de ces femmes. D'un côté, leurs dons attirent l'attention. Les gens perçoivent quelque chose d'inhabituel chez elles. Elles deviennent recherchées pour des conseils, du réconfort ou simplement l'aura qu'elles portent. D'un autre côté, elles aspirent souvent à l'invisibilité, à la liberté de traverser le monde sans être constamment sollicitées par les besoins des autres. Ce paradoxe crée une danse permanente entre présence et retrait. Parfois, elles avancent, disant la vérité dans un espace qui en a désespérément besoin. D'autres fois, elles disparaissent dans la solitude, protégeant leur feu intérieur d'être consumé par la demande constante. Avec le temps, elles découvrent que ce rythme, émergence et retrait, visibilité et invisibilité, n'est pas un défaut, mais un dessein. Tout comme la lune croît et décroît, leur présence suit des cycles. Elles apprennent à honorer les saisons de leur énergie. Donner quand le puits est plein, se retirer quand il est temps de le remplir. Le poids de la projection. Vivre comme un miroir, c'est endurer la projection. Les autres voient en elles ce qu'ils ne peuvent affronter en eux-mêmes. Certains les idéalisent, les appelant anges, guérisseuses, même sauveuses. D'autres les ressentent, les accusant d'être trop sensibles, trop intenses, trop différentes. Les deux réponses manquent la vérité. La femme spirituellement intelligente n'est pas surhumaine. Elle est profondément humaine, avec toutes les contradictions et vulnérabilités que cela implique. Mais parce que sa présence remue l'inconscient chez les autres, elle devient une toile sur laquelle les gens peignent leurs désirs et peurs non reconnus. J'ai averti de cette dynamique dans les relations thérapeutiques, l'appelant transfert. Mais hors thérapie, elle se joue dans les familles, les amitiés, les lieux de travail. Ces femmes doivent apprendre à reconnaître la projection pour ce qu'elle est, non la vérité, mais un reflet. Si elles confondent la projection avec la réalité, elles risquent soit de gonfler en rôle qu'elles ne peuvent soutenir, soit de s'effondrer sous une critique qui ne leur appartient pas. Quand elles maîtrisent ce discernement, elles deviennent plus libres. Elles ne portent plus le fardeau d'être ce que les autres imaginent. Elles se tiennent simplement comme elles sont, offrant vérité sans exigence, présence sans performance, pouvoir sans domination. Peut être l'aspect le plus radical de leur intelligence et la manière dont elles incarnent le pouvoir. Dans un monde qui souvent équivaut pouvoir à domination, contrôle et force, elles révèlent un autre modèle. Leur pouvoir coule par la présence, par l'inspiration, par la résonance. Elles n'imposent pas, elles invitent. Elles ne manipulent pas, elles illuminent. Ce n'est pas faiblesse, mais une force plus profonde. J'ai écrit que la véritable autorité naît de l'alignement avec le soi, le centre archétypal de l'intégrité qui transcende l'ego. Quand une femme vit depuis cet endroit, son influence rayonne naturellement. Elle n'a pas besoin de la défendre, ni de la combattre. Les gens la ressentent. Un tel pouvoir ne renversera peu. Être pas de gouvernement, ni ne dominera les manchettes. Mais il change des vies de manière plus silencieuse. Il transforme les conversations. Il plante
des graines de courage. Il éveille des possibilités qui semblaient impossibles. Il est subtil, mais il est inarrêtable. Le retour à l'ordinaire. Après des années à marcher entre les mondes, quelque chose de beau se produit. Ces femmes commencent à paraître ordinaires à nouveau. Non parce que leurs dons se sont fanés, mais parce qu'elles les ont intégrés si profondément qu'elles n'ont plus besoin de les dramatiser. L'extraordinaire devient naturel. Le mystique se tisse dans le tissu de la vie quotidienne. Elles peuvent jardiner, enseigner, élever des enfants, diriger des entreprises, tâches extérieurement ordinaires, mais dans leur perception restent accordées à l'invisible. Leur cœur aligné sur des rythmes plus profonds. C'est ce que je voulais dire par individuation. Non l'évasion du monde, mais une participation plus profonde à celui-ci. Le but n'est pas de flotter au-dessus de la vie dans une transcendance constante, mais de la traverser avec une sagesse ancrée, incarnant l'éternel au milieu du quotidien. Et ainsi la femme spirituellement intelligente vit son paradoxe, extraordinaire et ordinaire, visible et invisible, chargée et bénie. Elle incarne une sagesse dont le monde a désespérément besoin, même quand le monde ne sait pas la nommer. L'intégration de l'intégrité. J'ai insisté sur le fait que l'individuation, le processus continu de devenir entier, n'est pas un luxe mais une nécessité pour l'âme. Pour la femme spirituellement intelligente, l'individuation n'est pas une théorie abstraite. C'est sa réalité quotidienne. Elle vit à l'intersection de la lumière et de l'ombre, intégrant constamment ce que les autres préfèrent ignorer. Son intelligence ne consiste pas à collectionner des faits ou maîtriser des techniques. Elle consiste à tisser ensemble toutes les parties d'elle-même. L'intuitif et le rationnel, le sensible et le fort, le joyeux et le chagrin. Elle ne cherche pas à éliminer la contradiction. Elle cherche à l'embrasser jusqu'à ce qu'une harmonie plus profonde émerge. C'est pourquoi elle déconcerte si souvent les attentes des autres. Juste quand les gens pensent la connaître, elle se transforme. Juste quand la société essaie de la confiner, elle s'étend. Elle incarne ce que j'appelle la fonction transcendante, la capacité mystérieuse de la psyché à faire naître une nouvelle possibilité quand les opposés sont tenus ensemble sans effondrement. Influence invisible. Peut être l'aspect le plus mal compris de son chemin est que sa plus grande influence est souvent invisible. Elle ne construit pas d'empire, ni ne réclame les projecteurs. Son pouvoir passe par des canaux plus subtils. Les mots prononcés au bon moment, la présence qui calme le chaos, le silence qui expose la vérité. La femme spirituellement intelligente ne figurera peu, être jamais dans les livres d'histoire, mais son impact ondulera à travers famille, communauté et génération. Un enfant grandit plus libre parce qu'elle a refusé de perpétuer le silence. Une amie trouve du courage parce qu'elle a modélisé l'authenticité. Un partenaire s'éveille parce qu'elle a insisté sur la profondeur plutôt que la performance. Dans une culture obsédée par la visibilité, elle enseigne que l'invisible est tout aussi réel, tout aussi puissant, comme les racines sous la terre. Son influence soutient la vie même quand elle n'est pas reconnue. L'héritage de la sensibilité. Trop longtemps, la sensibilité a été rejetée comme faiblesse. Mais je savais, et ces femmes le prouvent, que la sensibilité est une forme d'intelligence. Celle qui perçoit ce qui se cache sous les surfaces. Celle qui entend les murmures de l'inconscient. Celle qui sent l'avenir remuer avant qu'il n'arrive. Leur héritage est de restaurer la sensibilité à sa juste place comme force. De montrer au monde que l'empathie n'est pas naïveté, que l'intuition n'est pas illusion, que le calme n'est pas paresse. Leurs vies deviennent des contre-arguments vivants à une culture accro à la vitesse et au bruit. Elles nous rappellent que la sagesse arrive souvent en silence, que la guidance vient souvent par des signes subtils, que la guérison requiert souvent plus la présence que les mots, la responsabilité du don. Pourtant, une telle intelligence n'est pas sans fardeau. Voir profondément, c'est porter des vérités que les autres évitent. Ressentir intensément, c'est risquer l'épuisement. Vivre authentiquement, c'est affronter le rejet. La femme spirituellement intelligente apprend que la responsabilité grandit avec le don. Elle ne peut utiliser sa perception pour manipuler. Elle ne peut exploiter sa sensibilité pour l'ego. Elle ne peut s'effondrer en posture de victime quand le monde la comprend mal. Au lieu de cela, elle cultive le discernement. Elle développe des frontières. Elle choisit le service sans sauveur, la présence sans performance. Elle embrasse le paradoxe d'être à la fois forte et vulnérable, ordinaire et extraordinaire. Retour à la simplicité. À la fin de son voyage, ce qui reste n'est pas le drame, mais la simplicité. Elle a traversé la complexité, l'ombre, les projections, les paradoxes, et émergé dans une façon d'être plus claire, plus douce. Sa vie n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Sa sagesse n'a plus besoin de s'annoncer. Elle incarne ce que j'ai appelé le soi, le centre qui unit tous les opposés, l'axe tranquille autour duquel la vie tourne. Elle peut paraître ordinaire au monde. Elle peut vivre sans titre ni récompense,
Pourtant, en elle réside une harmonie qui rayonne sans effort. Elle est devenue, en mes mots, une instance de l'éternel dans le temporel, une invitation vivante. Si tu te reconnais dans ces descriptions, sache ceci, tu n'es pas seul et tu ne te trompes pas. Les traits que tu portes ne sont pas des accidents, ils sont des missions. La sensibilité que tu as autrefois maudite est ta boussole. La solitude que tu as autrefois crainte est ton sanctuaire. La souffrance que tu as endurée est ton initiation. Le monde peut ne pas toujours te comprendre, mais il a besoin de toi. Ta présence est médecine, ton authenticité est guidance, ton intelligence invisible est une lumière dans une culture noyée dans le bruit. Ne te diminue pas pour entrer dans des espaces qui ne peuvent t'honorer. Ne t'excuse pas de voir ce que les autres refusent de voir. Ne fais pas taire la voix qui murmure la vérité à travers ton être. Fais confiance à la sagesse qui coule à travers toi. Honore l'appel qui t'a choisi. Embrasse le mystère qui te façonne. Cette exploration nous a menés à travers les 6 traits invisibles. La descente dans l'ombre, l'alchimie de la souffrance, le paradoxe de la visibilité et le legs silencieux des femmes spirituellement intelligentes. Ce que j'ai entrevu il y a des décennies reste vrai aujourd'hui. L'intelligence la plus profonde ne se mesure ni par des tests, ni par des trophées, mais par la capacité de l'âme à incarner l'intégrité dans un monde fragmenté. Si ces mots ont résonné en toi, fais une pause et réfléchis. Quels traits reconnais-tu le plus fortement en toi? Lesquels demandent une plus grande expression? Comment ta vie pourrait-elle changer si tu faisais pleinement confiance?